Bien. Eh bien, je vous propose d'accueillir ce midi le docteur Nader Wouters, qui est interniste au CHU Tivoli. Et il a accepté le défi de discuter le dossier des services des printemps de la médecine interne 2026, manifestation qui sera organisée demain. Alors, il y a déjà eu une première joute hier entre les PG d'Erasme et de Delta, avec deux diagnostics différents qui sont ressortis. Et on va voir si Nader va nous trouver un troisième diagnostic ou bien un des deux qui ont été émis hier. C'est à toi, Nader. Parfait. Merci beaucoup. Alors, merci pour l'accueil. Effectivement, je suis interniste général au CHU Tivoli et je remercie le professeur Kogan de m'avoir offert ce cadeau empoisonné que représente le cas annuel des printemps de la médecine interne. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas très bien ce congrès, j'ai d'abord rappelé ce qu'est le printemps pour le commun des mortels, à savoir une saison qui suit l'hiver et qui précède l'été. Mais c'est pas tout à fait la définition qu'on en retient, chez les internistes. Chez les internistes, les printemps de la médecine interne, c'est l'heure de se replonger dans des bouquins de référence, que je ne vais plus vous présenter, et vous vous demandez peut-être pourquoi ça? Eh bien, pour faire face à ce genre de situation. Alors, ce genre de situation, c'est, l'appel reçu, du professeur Kogan qui me demande si j'ai déjà entendu parler, des printemps de la médecine interne. Alors, oui, j'en ai déjà entendu parler. Et ça, c'est la réaction, qui survient quand on me pose cette question-là. Alors je pense d'abord à mes, 2, compères, Maxime et Louis, qui se sont frottés à l'exercice, ces 2 dernières années, qui, je pense, s'y sont piqués et je vous cache pas que l'angoisse monte parce que donc les printemps de la médecine interne, c'est, tenter de résoudre des cas qui sont réputés, difficiles et rarissimes ou pas toujours. Avec l'année passée, un fameux syndrome de Munchausen que Louis a encore en travers de la gorge. Mais donc une fois que l'angoisse est passée, monte l'ego et une fois que l'ego rencontre la bêtise, on a tendance à accepter des propositions, heu, je ne qualifierai pas de cette proposition, mais donc je réponds avec plaisir de me tenter à l'exercice et j'ai droit quand même à une pointe de, renforcement positif, «Comme tu vas trouver, l'euphorie de la réussite compensera les quelques nuits d'angoisse». Maintenant j'ai plus le choix, il faut que je trouve. Et donc on va se mettre en route pour, ce cas des printemps de la médecine interne et donc on va s'attaquer au dossier des services qui est le dossier qui est, sélectionné, par le congrès pour, essayer de mettre en évidence le meilleur service de médecine interne de France ou de Belgique et je commence ce cas donc par présenter la patiente, qui est une patiente de 72 ans, qui a pour antécédents médicaux une fibrillation auriculaire, une hypertension artérielle, une insuffisance mitrale, un syndrome d'apnée obstructive du sommeil non appareillé, un myélome multiple IgG-kappa non traité, un syndrome dépressif. La patiente a déjà bénéficié de la mise en place d'un anneau gastrique, d'une hystérectomie et d'une mise en place de prothèse totale de hanche à droite. Alors, sur le plan, médicamenteux, vous pouvez voir que la patiente est traitée pour sa fibrillation auriculaire, son hypertension artérielle, son syndrome dépressif et puis des antalgiques, de type morphinique. Et l'histoire de notre patiente commence en, novembre 2024, alors qu'elle est hospitalisée dans un service de dermatologie, pour un tableau de purpura au niveau des membres inférieurs, accompagné de ce qu'on appelle une acrocyanose, pas de réel phénomène de Raynaud d'après le cas. Hem, En service de dermatologie, forcément, une biopsie cutanée est réalisée et met en évidence une vasculopathie thrombosante des capillaires avec un infiltrat inflammatoire périvasculaire lymphocytaire, des microthrombie et une immunofluorescence directe réputée négative. Quelques semaines plus tard, en décembre 2024, la patiente se voit réaliser un PET scanner, en recherche d'un processus évolutif, mais a priori, il n'y a pas de lésion hypermétabolique décrite et un traitement par colchicine semble efficace.
C'est donc en décembre 2024 que la patiente est référée en consultation de médecine interne, où à ce moment-là, il n'y a plus de lésions cutanées résiduelles et la patiente, en plus de son traitement habituel, se voit traitée par un demi-milligramme de colchicine par jour. Il faut attendre février 2025 pour que survienne une récidive du purpura, avec apparition de lésions aussi jugées érosives et sans hyperthermie, une tuméfaction distale des doigts et un aspect livédoïde des doigts et des orteils. À ce moment-là, un nouveau scanner est réalisé, un scanner cette fois thoraco-abdominopelvien qui ne met pas en évidence d'argument pour un processus néoplasique. Et la biopsie cutanée est répétée avec un infiltrat inflammatoire lymphocytaire périvasculaire, pas de leucocytoclasie, une extravasation des hématies dans le derme, pas d'altération des parois vasculaires et un léger dépôt de C3 dans les parois capillaires. Information qui survient un peu après, on nous informe que la patiente en fait, avait interrompu son traitement par colchicine quelques semaines plus tôt. Bon, pas très original, on reprend la colchicine et on décrit alors une stabilisation du purpura, une régression des arthralgies distales. Et c'est en mars 2025 que la patiente va présenter une nouvelle récidive de son purpura, cette fois décrit comme nécrotique et hyperalgique, atteignant les membres inférieurs, les orteils, les doigts, les oreilles et la région péribuccale, avec une échographie Doppler artérielle des membres supérieurs et des membres inférieurs qui est réputée normale, et une biopsie cutanée, la troisième, qui met en évidence des microtrombies intracapillaires, pas de signe de vascularite et une immunofluorescence négative. On nous informe que la patiente qui était repassée à 1 mg de colchicine avait baissé son traitement à 0,5 mg pour une histoire d'intolérance digestive. Jamais 203, on reprend la colchicine, 1 mg, et on décrit une amélioration transitoire, et puis une récidive avec un aspect nécrotique, que voici. Et donc ça, c'est la photo qui accompagne le dossier. À ce moment-là, elle a décidé d'initier une corticothérapie d'épreuve pendant 2 semaines, mais qui s'avère inefficace, et une tentative d'arrêt de la duloxétine et de l'amiodarone dans des hypothèses iatrogènes, mais pareil, pas d'amélioration. Sur le plan biologique, on nous décrit tout au long du cas une anémie macrocytaire et arégénérative avec des composantes carentielles. On observe une carence en B9, en B12, probablement une carence martiale. Pas de syndrome inflammatoire décrit au début de la prise en charge, si ce n'est qu'en mars 2025, ce syndrome inflammatoire apparaît et est décrit comme corticosensible et corticodépendant. Le bilan hépato et rénal est relativement banal. Les sérologies infectieuses qui nous sont rapportées HIV, HBV, HCV sont négatives. On n'a pas de mots sur la sérologie syphilitique. Et puis le bilan immunologique s'avère négatif pour la recherche d'anticorps antinucléaires, dans cas facteurs rhumatoïdes, anti-CCP, antiphospholipides et une cryo négative également. L'électrophorèse des protéines plasmatiques décrit un pic monoclonal IgG-kappa qui est réputé stable à 25 grammes. L'étude du complément est presque tout au long du cas réputée normale, avec, si ce n'est sur un dosage, un CH50 un petit peu bas de manière isolée, et sur une autre biologie réalisée en ville, une baisse très isolée, une baisse isolée, mais très discrète du fragment de la portion C4 du complément. Et puis, comme dans tous les cas, qui sont rapportés dans les printemps de la médecine interne, ça se finit sur une phrase dramatique que voici: «Alors que les lésions nécrotiques continuaient de s'aggraver et que la patiente était extrêmement douloureuse, il ne nous restait plus qu'à attendre et espérer qu'un collègue inspiré ait une nouvelle idée». Alors, reste à voir si le collègue, ça va être ce mannequin que ChatGPT m'a proposé, ou si c'est moi, en pleine préparation pour le marathon de Rome, il y a une dizaine de jours. Alors, ça n'a rien à voir, mais je saisis l'opportunité parce que YouTube est là et si je fais le marathon, c'est pour en parler, dès que je peux, donc c'est chose faite. Après avoir lu le cas clinique des printemps de la médecine interne, il est normal de faire face à plusieurs réflexes. Le premier étant une tachycardie, des sueurs, troubles du sommeil et une certaine anxiété qui apparaît. Le deuxième, c'est de se rappeler que dans les printemps de la médecine interne, le titre est la clé, la réponse du cas doit se trouver dans le titre. Troisième réflexe, le diagnostic flash est souvent faux, c'est de se dire en moins de 24 heures, j'ai trouvé, mais heureusement, très rapidement arrive le réflexe numéro 4, bah, ça colle pas. Ensuite, dans les printemps de la médecine interne, pas possible d'éviter les hypothèses de la maladie de Whipple, de la syphilis ou du trouble somatique fonctionnel.
Et à mon avis, plus récemment, apparaît un sixième réflexe, c'est de copier-coller tout le cas clinique sans réfléchir et de le mettre sur une plateforme d'intelligence artificielle et voir la proposition. Et c'est seulement après que ces 6 réflexes soient passés qu'on se pose la question de: «Et si je le relisais une deuxième fois?» et je commençais vraiment à réfléchir. C'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Alors, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le signe, symptôme principal du cas se trouve être le purpura et donc c'est à partir de ce point-là que j'ai décidé de mener la réflexion et pour ceux qui l'ont peut-être oublié, le purpura est défini par la présence de sang extravasé dans le derme, se compliquant de lésions cutanées qui ne s'effacent pas, à la vitropression. Divers aspects peuvent être décrits, pétéchial, échymotique et d'autres. Et on parle habituellement de situations d'urgence dans les purpuras, dans les situations de purpura fulminans, classiquement associées à la méningococcémie, et puis les purpuras qui compliquent des syndromes hémorragiques. Habituellement, on a tendance à classer les purpuras en hématologiques versus vasculaires, et certains éléments cliniques permettent d'orienter un petit peu la situation. Les purpuras accompagnés de syndromes hémorragiques sont plutôt d'ordre hématologique, alors que le purpura palpable est dit plutôt vasculaire. Bien que j'ouvre une petite parenthèse, je n'ai pas l'habitude de palper du purpura, je trouve ce signe assez peu sensible, mais on peut en rediscuter un petit peu plus tard. Et puis alors, il y a d'autres lésions cutanées qui peuvent accompagner le purpura. Euh, ou un contexte particulier qui doit faire trancher vers l'une des 2 catégories. Alors je commence par vous présenter le purpura hématologique thrombopénique qui complique des thrombopénies en général sévères. C'est simple, plus les plaquettes sont hautes, moins l'hypothèse, tient la route. D'ailleurs, entre 50 et 100 gigas par litre, on est tenu de chercher des facteurs confondants et des cofacteurs participant à la survenue des lésions cutanées. Le classique, c'est le purpura, thrombopénique immunologique ou le PTT qui peuvent, être responsables de ces lésions. Toujours dans le purpura hématologique, on a le purpura, non thrombopénique, mais thrombopathique, avec des thrombopathies acquises, qui résultent donc de dysfonctions plaquettaires qui peuvent être médicamenteuses, avec forcément les antiagrégants plaquettaires, les anti-inflammatoires, mais aussi qui peuvent apparaître dans des situations d'hyperurémie ou de syndrome myéloprolifératif. On a le purpura hématologique non thrombopénique, mais dans des thrombopathies congénitales, avec des syndromes dont je ne retiendrai pas les noms, mais qui résultent en général de déficits en termes de complexe de glycoprotéines à la surface des plaquettes. Et puis pour finir, dans les purpura hématologiques non thrombopéniques, on a les dysfonctions liées aux facteurs de coagulation avec les maladies de Van Willebrand, les hémophilies qui peuvent être A ou B avec des déficits en facteur 8 ou 9, des déficits sur d'autres facteurs de la coagulation et puis les hépatopathies. Alors comme je le disais, en opposition aux purpura hématologiques, on a les purpura vasculaires avec probablement la branche que les internistes euh, chérissent tant, celle médiée par l'inflammation pariétale et donc les vasculites, et plutôt les vasculites du coup de petits vaisseaux lorsqu'il y a une atteinte, une manifestation de type purpura. Alors je vous ai remis la classification modifiée de Chapel Hill à gauche, à laquelle on peut ajouter les vasculites associées aux maladies de système, d'origine infectieuse, toxiques, médicamenteuses, et les vascularites paranéoplasiques. Ensuite, on a le purpura vasculaire médié par des fragilités pariétales qui peuvent résulter de maladies du tissu conjonctif, qu'elles soient congénitales ou acquises, comme dans le scorbut, ou bien alors les efforts de vomissement par des jeux de pression. On a le purpura sénile de Batman qui survient plutôt chez les sujets âgés ou en cas de corticothérapie, et puis les purpura de fragilité pariétale sur amyloïdose, classiquement au niveau des paupières. Et enfin, toujours dans le purpura vasculaire, on a les purpura vasculaires médiés par des processus endoluminaux avec des phénomènes thrombotiques à l'avant-plan. Bon, maintenant qu'on a refait le point là-dessus, bah, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à voir ce qui colle dans les différentes cases et voir ce qu'on peut en faire par rapport à notre patiente. Et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que le purpura hématologique, ça semble pas être à l'avant-plan chez cette dame, avec les symptômes que décrivent les auteurs du cas, avec l'aspect livédoïde des doigts et des orteils, l'aspect nécrotique hyperalgique, les arthralgies digitales. Et puis dans le cas, on n'a pas un mot sur les plaquettes. Bon, on sait que les printemps, c'est pas l'endroit le plus fair-play, mais j'ose espérer qu'on ne va pas dans cette direction-là. On va plutôt aller vers le vasculaire. Bon, la croix est supposée être sur fragilité capillaire. Mais donc, le purpura vasculaire d'origine sur la fragilité capillaire me semble peu probable, à nouveau pour les manifestations que j'ai mis à gauche, mais il y a quand même une hypothèse qui me reste un peu en travers de la gorge.
le scorbut. Bon, le scorbut, c'est un diagnostic qui peut coller parfaitement pour les printemps, en théorie connu de tous, en pratique oublié par la moitié d'entre nous. Mais on peut se poser la question de ce diagnostic-là chez notre patiente. Et pour vous expliquer ma réflexion, d'abord un petit rappel sur la vitamine C en tant que telle, qui est donc absorbée au niveau de l'intestin grêle, selon certains auteurs plutôt dans la portion proximale, selon certains auteurs plutôt au niveau de l'iléon. L'élimination de la vitamine C a lieu au niveau des voies urinaires, au niveau rénal, et le pool total de vitamine C avoisine les 1500 à 2500 milligrammes. Les symptômes liés à la carence en vitamine C apparaissent si on a une carence qui est relativement prolongée, avec un pool total jugé inférieur à 300 milligrammes, qui se traduit par un dosage de vitamine C inférieur à 2,5 milligrammes par litre. Et on rappelle que la vitamine C est impliquée dans la synthèse du collagène, l'hématopoïèse, elle joue un rôle antioxydant et probablement d'autres fonctions. Quelles sont les situations à risque de survenue de manifestation du scorbut? Eh bien, on a les patients qui vivent dans des conditions socio-économiques précaires, les patients qui souffrent de troubles malabsorptifs, on a les patients qui souffrent de néoplasie, de maladies psychiatriques, les éthyliques chroniques, et puis les patients qui bénéficient d'une nutrition parentérale sans supplémentation adaptée, ou encore les patients en traitement par hémodialyse. En termes de clinique, le scorbut peut être manifesté par des signes généraux qui sont relativement aspécifiques. J'ai repris ici l'asthénie et l'amaigrissement. Au niveau articulaire, les patients peuvent souffrir d'arthralgie et de myalgie. Les patients peuvent souffrir de syndrome hémorragique. Alors, classiquement, on observe un purpura pétéchial, mais qui est plutôt centré sur les follicules pileux. On peut aussi avoir des hémorragies au niveau des gaines nerveuses qui se compliquent de paralysie douloureuse. Au niveau stomatologique, bah, la manifestation, la plus connue d'entre nous, est ces fameuses chutes dentaires, précédées d'une mobilité dentaire, non négligeable, mais on peut aussi observer des phénomènes hémorragiques au niveau gingival. Au niveau cutané, on peut observer des hyperkératoses folliculaires, mais aussi une atteinte des phaneres qui est aussi, est assez célèbre, les fameux poils en tire-bouchon. Et puis j'ai recensé ici les tableaux de syndrome sec et de troubles psychiatriques de l'ordre de la dépression qui peuvent accompagner le scorbut. Alors, sur le plan biologique, en général, le scorbut s'accompagne d'une anémie qui est multifactorielle. Bon, les patients qui présentent des carences en vitamine C ont souvent des carences associées. Il peut y avoir les phénomènes hémorragiques et puis il y a un peu d'hémolyse compte tenu du fait que la vitamine C participe à l'hématopoïèse. Et puis, on observe de temps en temps un syndrome inflammatoire modéré avec, pour poser le diagnostic, un dosage de vitamine C forcément effondré. En termes de traitement, on propose la supplémentation en vitamine C, ça c'est pas très compliqué. A priori 1 gramme par jour, en plusieurs prises, parce que l'absorption est saturable au niveau du tube digestif, et ce pendant une quinzaine de jours, ce qui permet en général d'observer une amélioration du syndrome hémorragique au bout de 2 3 jours et une amélioration globale de la situation au bout de 15 jours. Et puis, il faut prévenir le scorbut par la suite avec les fameux 5 fruits et légumes par jour qui permettent a priori d'apporter les besoins jugés quotidiens en vitamine C. Et je vous ai mis en dessous, je ne vous demande pas de voir le petit tableau là, mais qui est l'article dans lequel est recensé certaines teneurs pour certains aliments en vitamine C. Et donc, il faut se poser la question de est-ce que ce diagnostic, ce serait mon diagnostic clé? Et je finis la présentation en 15 minutes. Bon, j'avais quand même des arguments pour y penser, notamment le fait que la patiente présente un purpura au niveau des membres inférieurs, qu'on se trouve dans une situation oncologique avec un syndrome dépressif, une patiente qui a un anneau gastrique et puis qui présente une anémie macrocytaire avec plusieurs carences qui sont recensées dans le cas. Alors, je ne vous cache pas, je me suis dit au début, bah, un purpura majeur, ça ne peut pas être expliqué par cette carence en vitamine C. Et j'ai repris ici à gauche, un cas publié en 2004, par une équipe de Paris qui recensait un purpura, pétéchial mais nécrotique, mais à nouveau centré sur le follicule pileux chez un homme de 35 ans qui souffrait par ailleurs d'arthralgie, donc quand même quelques manifestations systémiques. Et puis à droite, un cas clinique qui a été publié, le mois dernier, avec un purpura qui ressemble déjà un petit peu plus à la photo que je vous ai montrée, plus tôt dans le cas, et il s'avère que le diagnostic retenu, dans ce quiz était un scorbut. Alors, est-ce que cette publication tombe à pic ou est-ce que c'est pour me mettre des bâtons dans les roues? J'ai pas encore décidé, mais je dois reconnaître que initialement, c'était mon diagnostic flash et donc je me suis dit: «Il faut que je montre au professeur Kogan que en 2 3 jours, j'ai trouvé la solution pour ce cas». Ce qui me vaut un joli mauvais jeu de mots,
envoyé, je crois, à 23h54 le 24 février. J'espère que ma réflexion portera vite ses fruits. Pas de réponse. Bon, je suppose que c'est pas le bon diagnostic. Je continue d'avancer. Alors, après, avoir, éliminé le purpura vasculaire d'origine, enfin lié à la fragilité capillaire, pardon, je pense qu'on peut assez facilement éliminer le purpura vasculaire lié à l'inflammation pariétale par les éléments que je vous ai rappelés sur la diapositive, notamment histologiques, avec l'infiltrat inflammatoire, réputé périvasculaire, l'absence de phénomène de leucocytoclasie, une immunofluorescence négative, pas d'altération des parois vasculaires et puis comment faire plus clair que pas de signe de vascularite. Bon, ça je mets de côté. Ce qui veut dire qu'il me reste dans les purpura vasculaires le phénomène obstructif. Alors, le phénomène obstructif, bah, il coche pas mal des cases sur le plan histologique, comme je vous l'ai mis à gauche, dont ceux que je viens de citer, mais en plus de ça, il est décrit dans les histologies une vasculopathie thrombosante des capillaires ou bien des microthrombies au sein de nombreux capillaires. Ça semble coller jusque-là. Mais en quoi ça consiste, ces phénomènes obstructifs? Alors, pour en parler, rien de tel qu'une revue qui date de 2016, qui a été publiée par une équipe de dermatologie. Et pour ceux qui sont dans le fond, plissez bien les yeux parce que c'est pas très grand. Voici le tableau qui est recensé dans cette, publication et qui propose de classer ces phénomènes, vasculaires obstructifs sans vasculite, selon les mécanismes d'action. Alors tout d'abord, on a les mécanismes emboligènes avec, l'un des plus connus, les emboles de cholestérol, mais on a aussi les tableaux d'endocardite infectieuse, ou de myxome de l'oreillette. On a des phénomènes liés à l'agrégation plaquettaire avec, les nécroses induites par l'héparine ou bien, le PTT. Le mécanisme suivant qui est rapporté est celui des liés, au froid, avec, les plus connus, à savoir la cryoglobulinémie et la maladie des agglutinines froides. Ensuite, les causes infectieuses avec l'ectyma gangrénosome ou bien des pharyngémies dans des infections pharyngiques, dans le cadre d'infections opportunistes. On peut aussi observer ça dans la lèpre. Et puis on nous rapporte les différentes thrombophilies avec les coagulopathies systémiques, notamment les déficits en protéine C, protéine S, heu, la nécrose induite par les AVK, la CIVD, le SAPL. La catégorie d'après qui sont les coagulopathies vasculaires. Alors, j'avoue que j'ai du mal à comprendre ce que sont les coagulopathies extravasculaires, mais dans cette, catégorie-là, on nous rapporte en un le syndrome de Sneddon et les vasculopathies, livédoïdes et puis des causes un petit peu plus difficiles à classer comme ce qu'on retrouve dans la calciphylaxie ou bien, les vasculopathies induites par, l'intoxication à la cocaïne coupée au lévamisole. Bon, rassurez-vous, on va pas rentrer dans le détail pour chacune de ces étiologies, parce qu'il y a quelques années, j'avais assisté à un séminaire donné par un prof, de dermato, spécialisé dans les maladies, systémiques et qui avait donné un indice qui va vous permettre peut-être d'arriver à l'heure à la consultation de cet après-midi et cet indice, il concernait la topographie des lésions. Alors dans le cas, on nous rapporte des lésions au niveau des membres inférieurs, des orteils, des doigts, des oreilles et au niveau péribuccal. Quand même pas classique du purpura au niveau des oreilles et au niveau péribuccal. Et donc, comme je le disais, il y a quelques années, le professeur Chasset, qui travaille à Paris, rapportait que en cas d'atteinte des oreilles, il faut penser au syndrome catastrophique des antiphospholipides, au lévamisole, à la cryo de type 1 et à la cryofibrinogenémie. Ça tombe bien, ces étiologies sont dans mon tableau. Jusque-là, tout colle. Alors, on va rentrer dans le détail pour ces quatre étiologies pour voir laquelle est notre diagnostic. Alors, le syndrome catastrophique des antiphospholipides, aussi appelé CAPS, concerne 1% des syndromes antiphospholipides, plutôt les femmes que les hommes, et il peut être révélateur du SAPL dans plus ou moins 50% des cas. En termes de facteurs déclencheurs du CAPS, on retrouve les infections, les interventions chirurgicales et en fait principalement toute modification d'anticoagulation. Et en termes d'atteinte, par ordre décroissant, on a des atteintes rénales, pulmonaires, cérébrales, cardiaques avec plutôt des valvulopathies. Et au niveau cutané, on recense des atteintes dans environ 45-50% des cas, essentiellement des nécroses cutanées et du livedo racemosa. Alors je vous renvoie à cette revue qui date de 2024, qui reprend les différentes manifestations du syndrome catastrophique des antiphospholipides, plus la prise en charge thérapeutique qui est attribuée. Et cette publication aussi qui date, elle, de 2022, qui recense quelques atteintes cutanées dans les syndromes catastrophiques antiphospholipides, avec à nouveau l'illustration ici du purpura au niveau de l'oreille qui doit être assez suggestive.
Alors, dans le CAPS, on a des critères de classification qui datent de 2003, qui recensent une atteinte au niveau au moins de 3 organes ou 3 systèmes, le développement des symptômes simultanément ou en moins d'une semaine, la confirmation anatomopathologique des occlusions des petits vaisseaux et la confirmation de la présence d'anticorps antiphospholipides. Et pour ceux qui ont suivi, bon, a priori, ici, il en manque beaucoup. Donc, ce n'est pas la bonne hypothèse, passons à la suivante. La vasculopathie occlusive induite par la cocaïne et le lévamisole. Alors, pour rappel, le lévamisole, c'est un antiparasitaire utilisé en médecine vétérinaire qui peut être source chez l'être humain de symptômes et de signes évocateurs d'une granulomatose avec polyangéite, mais en général, il me semble qu'il n'y a pas de granulome clairement authentifié, et avec un purpura qui affecte particulièrement les oreilles et les zones malaires. Tiens donc. Sur le plan biologique, on peut retrouver des anticorps antinucléaires, on peut retrouver des ANCA, d'ailleurs, la plupart du temps avec des spécificités multiples qui doivent faire suggérer le diagnostic, et puis on peut retrouver des antiphospholipides. Sur le plan histologique, alors selon les sources, j'ai vu qu'il pouvait y avoir des signes de vascularite présents ou absents, avec des dépôts parfois d'IgM et de fibrine. Bon, compte tenu des diagnostics des années précédentes et du Munchausen, je me dois d'insister pour qu'on fasse une étude toxicologique des urines de cette patiente, afin de s'assurer qu'il n'y ait pas une consommation de cocaïne. Mais on va pousser quand même le curseur un peu plus loin et on va continuer de chercher pour s'assurer qu'on ne conclut pas trop tôt à une intoxication. Et un signe de Dieu qui tombe il y a 3 semaines environ, le 5 mars, le professeur Kakoub lui-même qui publie une vidéo sur les cryoglobulinémies. Alors, est-ce que c'est un piège qui est tendu par la FAI2R et la SNFMI ou est-ce que c'est un vrai coup de pouce qu'on me donne? On va vite le savoir. Pour ceux qui ne le savent pas, la cryoglobulinémie, c'est la présence persistante dans le sang, dans le sérum plus particulièrement, d'immunoglobulines anormales qui ont la propriété de précipiter in vitro quand elles sont exposées au froid et de se solubiliser une fois qu'elles sont réexposées à la chaleur. On en décrit 3 types, le type 1 étant concernant 10 des cas et étant formé d'immunoglobulines monoclonales, alors que le type 2 en concerne 65 des cas et est plutôt composé d'une composante polyclonale et d'une composante monoclonale. Et enfin, le type 3 qui, qui concerne un quart des cryoglobulinémies, lui est composé uniquement d'immunoglobulines polyclonales. Alors voici un petit tableau qui recense les différentes atteintes et manifestations cliniques qu'on peut observer. Et vous voyez dans mon tableau de gauche qu'on oppose souvent le type 1 aux autres types. Il y a une explication à cela, c'est que la physiopathologie en fait, des différents types de cryoglobulinémie n'est pas la même. Le type 1 étant plutôt médié par des phénomènes obstructifs et thrombotiques, là où le type 2 et le type 3 sont plutôt des phénomènes de vascularite des petits et parfois des moyens vaisseaux. Et c'est la raison pour laquelle on observe beaucoup plus de nécrose dans les types 1 que dans les types 2 et les types 3. Il y a d'autres éléments qui permettent de différencier les types 1 des autres types, notamment le fait que dans les types 1, on trouve que très rarement une activité facteur rhumatoïde positive et que le complément en général est plutôt conservé. Dans les types 2 et les types 3, le facteur rhumatoïde est relativement fréquemment retrouvé comme positif et on peut suivre la consommation du C4 afin de monitoriser l'activité de la maladie dans le cas des cryos type 2, type 3. En termes d'étiologie, les types 1 sont plutôt présentes dans le cadre des hémopathies B, alors que pour les types 2 et les types 3, on trouve à l'avant-plan des étiologies les connectivites et en première position le syndrome de Gouge-Rochegren. Et puis on a les causes infectieuses avec la classique hépatite C. Bon, je pense qu'on est d'accord pour dire que type 2, type 3, je peux les balayer. On avait parlé des éléments anatomopathologiques, mais en plus de ça, le facteur rhumatoïde est négatif et on me parle une fois d'un C4 un petit peu bas sur un bilan réalisé en ville. Donc, type 2, type 3, j'achète pas trop. Mais quid du type 1? Bon, on me dit quand même, on l'a cherché 6 fois et elle était 6 fois négative. Du coup, ça me semble un peu difficile de conclure le cas ici et de dire, cherchez-la une 7e fois, je suis convaincu que c'est ça, vous la trouverez. Je voulais quand même préciser que la détection de la cryo, c'est quand même un examen qui est, compliqué à réaliser et qui est conditionné par plusieurs, éléments, dont les conditions de prélèvement avec le matériel qui est censé être, tenu au chaud avant le prélèvement, un patient qui doit être tenu à jeun avant le prélèvement, et des conditions d'acheminement du prélèvement jusqu'au labo, qui sont souvent, pas respectées avec normalement un prélèvement qui doit être maintenu à 37 degrés avant d'arriver au labo. C'est d'ailleurs souvent cette étape qui est remise en cause de nombreux faux négatifs. Et c'est seulement après qu'on peut procéder aux différentes étapes pour identifier et quantifier la cryo. Donc c'est un prélèvement qui est effectivement délicat, mais
On l'a cherché 6 fois, je ne vais pas insister là-dessus, je pense pas. Donc on a parlé du syndrome catastrophique des antiphospholipides, on a parlé de la vasculopathie, liée à la consommation de cocaïne parfumée au lévamisole et puis on vient de parler de la cryoglobulinémie qu'on exclut à mon avis. Il nous reste le cryofibrinogène. Alors qu'est-ce que la cryofibrinogénémie? Bah, la cryofibrinogénémie, pour moi, c'est le cousin, c'est le diagnostic différentiel plutôt, pardon, de la cryoglobulinémie, si ce n'est qu'elle se détecte au niveau du plasma. Et alors à ce moment-là, on peut mettre en évidence des, complexes qui précipitent à nouveau au froid, mais constitués de fibrinogènes, de fibrinectine et de facteurs de coagulation. Elle peut être associée ou pas à une cryoglobulinémie et elle peut être jugée essentielle ou secondaire à des connectivites, vascularites et certains cancers. La physiopathologie, on en décrit 2 à l'heure actuelle, soit une augmentation, des facteurs de concentration, qui inhibent, la fibrinolyse comme l'alpha-1 antitrypsine ou bien la présence de gamme-apathie monoclonale avec une certaine activité antifibrinogène. Sur le plan clinique, on décrit des phénomènes plutôt thrombotiques cutanés et viscéraux, avec parfois des phénomènes hémorragiques également décrits. Au niveau cutané, on peut observer du purpura, de l'UV d'eau, des ulcérations et tient donc nécrose et gangrène, avec une topographie main, pied, oreille, nez et bas du dos. Quelques signes généraux et puis des signes articulaires qui peuvent accompagner les manifestations cutanées ou des troubles neurologiques et enfin des atteintes néphrologiques aussi décrites. Sur le plan biologique, en général, on peut mettre en évidence des perturbations des tests de la coagulation, mais pas d'anomalie du complément. Et on peut observer une augmentation de l'alpha-antitrypsine ou de l'alpha-2 macroglobuline. En termes d'histologie, si la biopsie est réalisée à temps, à savoir avant la nécrose, on observe des occlusions capillaires, des dépôts éosinophiles qui sont jugés pauci-inflammatoires. Et pour ce qui est du plan thérapeutique, bon, éviter le froid, c'est sûr. Et s'il y a des thromboses sévères, on peut avoir recours à des fibrinolytiques, les anticoagulants, les immunosuppresseurs et les échanges plasmatiques si la concentration est élevée pour le cryofibrinogène. Et donc, dans mon enquête diagnostique, je propose quand même de rechercher le cryofibrinogène dans le plasma avec les mêmes précautions qui sont tenues pour la cryoglobulinémie. Alors, est-ce que cryofibrinogène et myélome multiple, ça match? Bon, une revue qui date de 2009, réalisée à la Pitié, ne recense pas de cas secondaires à des myélomes multiples, mais bon, on a dit que la cryofibrinogénémie, elle pouvait être essentielle, donc why not? Et donc, je me reprends mes 4 étiologies avec le purpura au niveau des oreilles et au niveau du faciès, de quels j'exclus la cryoglobulinémie et le syndrome antiphospholipide, et il me reste la cryofibrinogénémie ou la vasculopathie occlusive sur cocaïne et lévamisole. Après avoir épuisé toutes les hypothèses, il y a d'autres réflexes, si ce n'est que le premier est celui qui persiste pendant tout le mois de réflexion, la tachycardie, les sueurs, les troubles du sommeil et l'anxiété. Le deuxième est de discuter du cas avec environ tous ses amis, tous ses collègues, toutes ses connaissances, ses voisins, animaux de compagnie, lampadaires et j'en passe. Et puis, finalement, on finit par se rappeler que le jeu dans les printemps de la médecine interne, c'est de faire coller le diagnostic avec le titre. La réponse est dans le titre. Bon, on revient alors à ce titre. Que faire devant une telle énigme? Attendre et espérer. Ah super! Ça m'évoque rien du tout. Alors, réflexe primaire, copier-coller, Google, qu'est-ce que tu me racontes? Que faire devant une telle énigme? Attendre et espérer semble être une référence directe à un dossier de concours ou de cas cliniques présenté dans le cadre des printemps de la médecine interne 2026. Bon, ça m'avance pas du tout. On va essayer d'être un petit peu plus précis du coup. Attendre et espérer. Alors, ce sont les derniers mots célèbres du roman Le Comte de Monte-Cristo, résumant une philosophie de vie basée sur la patience active, la foi en l'avenir et la sagesse face au temps. Aïe, bon, m'en voilà bien inspiré. Heureusement, le premier collègue que j'avais sollicité est un sosie, euh, est supposé du moins être un sosie de Pierre Ninet, que ChatGPT m'a proposé. Alors, je vous laisse juger de la ressemblance. Pierre Ninet qui était l'acteur principal du dernier volet, cinématographique du Comte de Monte-Cristo. Donc on va voir un peu ce que Pierre peut nous apporter dans ce dossier. La réponse est dans le titre. Bon, ça je le savais même avant d'avoir lu le cas, ça m'aide pas. Dans ce titre, je l'ai toujours pas. On va voir s'il peut nous pointer quelque chose du doigt. Ah, Pierre, qu'est-ce que tu nous montres? Le Comte de Monte-Cristo.
Ah, je crois. Pardon? Tout à fait, on va y venir. Mais donc, il me pointe le comte de Monte Cristo. Alors Monte Cristo, est-ce que vous le voyez dans la diapo? Moi, je crois que je le vois. Il est en tout petit, vraiment tout petit. La cristalglobulinémie. Qu'est-ce que ça sonne bien? Ça sonne tellement bien, j'en ai jamais entendu parler. Bon, super, jusque-là, ça tient la route. Qu'est-ce que la cristalglobulinémie? Qu'est-ce que la cryocristalglobulinémie? C'est de plus en plus difficile à prononcer. Hem, eh bien, la définition de la cristalglobulinémie, c'est la précipitation d'immunoglobulines monoclonales sous forme de cristaux. Elle peut être parfois spontanée et parfois précipitée par le froid, d'où l'appellation cryocristalglobulinémie. C'est un syndrome paranéoplasique très rare, associé à des gammapathies monoclonales, mais particulièrement aux myélomultiples et les IgG. Je crois qu'on commence à voir le bout. Alors, elle peut être associée à une cryoglobulinémie, et la clinique est d'ailleurs comparable à celle de la cryo de type 1, avec des atteintes cutanées, articulaires et rénales. Sur le plan histologique, les cristaux sont décrits comme éosinophiliques assez fréquemment, avec des formes variées. On n'observe pas de vasculite, et l'immunofluorescence est souvent négative quand elle n'est pas réalisée après récupération antigénique. Alors, je ne savais pas ce que c'était récupération antigénique avant ce cas clinique, maintenant je le sais. Il s'agit de la digestion en fait à la pronase, sur paraffine ou parfois à la chaleur, qui permet de restaurer une certaine immunoréactivité qui peut être masquée par la fixation du prélèvement au formol. L'autre technique pour pouvoir observer les composants monoclonaux, c'est la microscopie électronique qui a priori n'est pas rapportée dans le cas clinique. En termes de physiopathologie, c'est encore assez flou. Et pour ce qui est des traitements, bah, on propose un traitement dit supportif, des échanges plasmatiques et en fait surtout le traitement du clone sous-jacent. Et alors je vous propose ce papier que j'ai eu l'occasion de lire ce matin, qui est paru ce mois-ci et qui en traite et qui était assez intéressant. Alors, pour que le diagnostic puisse être retenu, il faut que ce soit assez rare. Donc je vérifie mon hypothèse. Dans les traités de médecine interne, aucun résultat pour cristalglobulinémie, super. PubMed, j'ai 6 articles, super. UpToDate, aucune page. Et puis dans le diagnostic difficile en médecine interne, j'ai 4 pauvres lignes dans le diagnostic différentiel de la cryo. Je crois que ça colle. J'espère que je vous ai convaincu. Et si c'est pas le cas, regardez la télé ce soir. Merci. Bien. Mais écoute, de toute façon, c'est pas grave de se tromper, parce que l'important, c'est la démonstration. Euh, et donc, c'est curieux il y a encore un truc beaucoup plus rare, qui sont des maladies auto-inflammatoires qui peuvent donner des tableaux systémiques et qui fonctionnent bien avec la colchicine. Et donc, je pense que c'est ça le diagnostic avec un test génétique approprié. Non, mais c'est bien l'histoire de la colchicine quand même, non? Ouais, je dois reconnaître que la colchicine m'a mis beaucoup de bâtons dans les roues. J'y ai pas trouvé d'explication, très claire. Je me suis posé la question de est-ce qu'il y avait pas des biais sur le fait que la patiente était à chaque fois hospitalisée, exposée à la chaleur, je connais pas son mode de vie, donc je me posais la question par rapport à ça. Si j'avais la même réflexion par rapport au scorbut en me disant, bah, en fait, à chaque fois qu'elle rentre chez elle, elle s'expose à des nouvelles carences et puis elle est alimentée à l'hôpital et les choses, évoluent dans le bon sens. C'est le seul point que j'ai du plus de mal à expliquer, la colchicine. Alors, c'est vrai que ça peut jouer sur les composantes inflammatoires, dans le sens des arthralgies inflammatoires, mais sur le purpure en tant que tel, j'ai pas trouvé Non. d'explication. Et puis, au final, on voit bien qu'elle ne répond plus à la colchicine au bout d'un certain temps et que les lésions sont bien installées. Donc, je pense que c'est plus un bâton qui est mis dans mes roues qu'autre chose. Donc, dans ta démonstration, pour au final arriver à ce diagnostic, bon, Ce bon qui est diagnostic. peut-être le bon, euh, bon, je disais en aparté à Jean Gérin que je te sentais venir, la manière dont tu as fait ton scénario, qui dit, OK, il va repartir après sur le titre pour retomber là-dessus. C'est comme ça que tu l'as fait en réalité, ou bien c'était juste pour le show ici? Alors, je ne sais pas si je dois dévoiler mes secrets. Mais on est Non. entre nous, hein. Ouais. Alors, en réalité, j'avais le diagnostic avant de commencer à chercher sur le titre. Bon, alors clairement, le titre, je le copie-colle très rapidement dans la réflexion, sur internet pour voir à quoi ça fait référence, mais j'y songe plus trop et puis
En fait, c'est surtout en épluchant les différents diagnostics différentiels de la cryo de type 1 qu'on finit par tomber sur cette étiologie, dont j'avais jamais entendu parler au préalable. Mmh. Hem et forcément, une fois que je tombe sur cette étiologie-là, bah, cristal, ça sonne très vite, correct avec, Monte Cristo. OK. Questions, commentaires? Donc l'équipe de Delta, avait plutôt misé sur le cryofibrinogène et donc je les sentais un peu derrière là, dans mon dos frétiller en disant ouais ouais il va comme nous là vers le cryofibrinogène et puis il a pris une courbe plutôt vers Anderlecht plutôt que qu'Oderghem. Euh, ok, mais écoute, je pense que c'est une bonne, une bonne démonstration. Encore une fois, c'est pas trop grave si on se trompe. Et si au final, c'est quand même un cryofibrinogène. Tu as repassé dans le titre pour voir si c'était une cryofibrinogénémie, comment on aurait pu expliquer le titre? Non, j'avais le Non, bon non, diagnostic, je non. me suis dit que c'était pas OK. nécessaire de chercher beaucoup plus loin. Mais je OK. pense que chercher la cryofibrinogenémie avait son sens, dans Oui, ce cas-là, je l'aurais fait, oui, oui. certainement dans la démarche Ouais. diagnostique. Voilà. Bien. Bon, maintenant, il y a quelque chose que je t'ai caché dans les échanges de mails. En fait, tu viens de passer un examen. Et l'examen, c'est de voir, finalement, on nous demande, et je filerai le mot à Bruno Couturier qui m'a remplacé dans le comité organisateur, de dire, mais voilà, quoi, une fois qu'on passe par ici, on regarde, tiens, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait t'appeler vraiment comme expert? Et donc, c'est pas exclu qu'à un moment donné, tu te retrouves dans une situation un peu plus stressante encore, hein, Damien, où on est vraiment l'expert. Mais tu as vu, hein, sur les dias, il est passé par les mêmes mots que toi et il a peut-être bien l'euphorie de la réussite, mais ça, on verra ensemble demain. Je Bon, mets j'ai mon bien vu téléphone en aussi mode que tu es avion. t'es un habitué des printemps, donc j'ai bien retrouvé dans la façon de présenter les choses un habitué des printemps. OK, bien, mais écoute, encore merci et Merci à alors vous. et à demain alors, À hein. demain. Merci à tout le monde et à la semaine prochaine.